Plus d'une centaine de citoyens sud-africains expatriés dans la ville chinoise de Wuhan sont rapatriés dans leur pays. L'Afrique du Sud est pour l'heure le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par le virus Covid-19. La Tunisie prend ses dispositions pour éviter le coronavirus sur son sol. Plusieurs mesures ont été prises à cet effet. Il s'agit entre autres de l'interdiction des vols en provenance d'Italie. Des rues du Caire sont inondées après de fortes pluies et des inondations qui ont fait une vingtaine de morts en Égypte. Des vols ont été retardés ou annulés dans le pays, notamment dans les aéroports du Caire et de Luxor. Cette affaire hante Jacob Zuma depuis 2 décennies et n'en finit pas de connaître des rebondissements. L'ancien chef de l'État avait récemment saisi la Cour suprême d'appel après le refus de la Haute Cour de Pietermaritzburg d'annuler les poursuites le visant dans ce dossier. Un recours qui vient d'être rejeté selon un bref jugement rendu ce vendredi par la Cour suprême d'appel. Au pouvoir de 2009 à 2018, l'ancien président est accusé d'avoir touché environ 216 000 € de pots de vin de la société française Thales dans le cadre d'un énorme contrat d'environ 275 milliards d'euros attribué en 1999. À l'époque, il était encore vice-président de l'Afrique du Sud. Le mois dernier, Jacob Zuma s'était fait porter pâle lors d'une audience préliminaire à son procès. La justice avait alors émis des doutes sur l'authenticité du certificat médical fourni par ses avocats et avait décidé d'émettre un mandat d'arrêt différé contre l'ancien président qui sera valide à compter du 6 mai prochain s'il ne se présente pas au tribunal à cette date. Après son revers essuyé ce vendredi, Jacob Zuma a encore la possibilité de faire appel auprès de la Cour constitutionnelle, plus haute juridiction du pays. Longtemps réputé inatteignable, Jacob Zuma a été poussé à la démission de la présidence sud-africaine en février 2018, emporté par de nombreux scandales de corruption. Je pense donc que c'est une mauvaise décision qu'ils ont prise, le gouvernement, d'amener ces gens dans la province du Limpopo parce que la province du Limpopo est une province qui a beaucoup de zones rurales. C'est pourquoi la plupart des gens seront touchés dans les zones rurales. Ils ne peuvent pas suivre ou se rendre dans une clinique où ils peuvent obtenir de l'aide rapidement. Je pense donc qu'ils devraient mettre en place des cliniques mobiles à la frontière et tout le reste. Parce que si jamais ils amènent ces personnes infectées, des tas de gens seront infectés, même les médecins seront infectés parce que lorsqu'ils expirent, je respire l'air qu'ils expirent. La plupart des gens seront donc touchés. Il est bien que le gouvernement ramène nos enfants à la maison parce que nous sommes censés nous en occuper. Nous ne pouvons pas permettre que nos enfants meurent en dehors de notre pays. Je n'ai pas peur de leur retour parce que je sais que mon pays est protégé par tant de choses. Nous avons de grandes églises en Afrique du Sud qui peuvent voir tout ce qui vient dans notre pays. Oui, je crois. Face à la propagation du coronavirus dans le monde, la Tunisie prend ses dispositions. Premièrement, nous avons décidé de fermer complètement les frontières maritimes. Deuxièmement, nous avons décidé de fermer complètement les frontières aériennes pour les vols en provenance d'Italie. Troisièmement, nous maintenons un seul vol quotidien pour la France. Quatrièmement, nous maintenons un vol hebdomadaire pour les destinations suivantes: l'Égypte, l'Espagne, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. En plus de ces mesures, la Tunisie contrôle les arrivées sur son territoire. Tous les arrivants tunisiens et étrangers doivent automatiquement se mettre en quarantaine à leur arrivée sur le territoire. Les mesures prises en Tunisie concernent aussi les manifestations de masse. Ainsi, tous les rassemblements culturels, toutes les expositions et séminaires scientifiques sont annulés. De même, les cafés, restaurants et boîtes de nuit sont fermés à partir de 16 h, tandis que les prières à la mosquée, dont la prière du vendredi, sont suspendues.
La première dame du Canada est infectée par le nouveau coronavirus. Sophie Grégoire Trudeau a été testée positive ce jeudi au Covid-19 et sera mise en quarantaine. Le Premier ministre est en bonne santé et ne présente aucun symptôme. Toutefois, par mesure de précaution et selon l'avis des médecins, il sera en isolement pour une durée prévue de 14 jours. Justin Trudeau, âgé de 48 ans, ne subira pas de test à ce stade et continuera d'assumer pleinement ses fonctions, poursuit son bureau, ajoutant que le Premier ministre s'adresserait aux Canadiens ce vendredi. Ses services avaient annoncé dans la matinée que le chef du gouvernement avait décidé de travailler de chez lui pendant que son épouse se fait tester pour le Covid-19. Sophie Grégoire Trudeau présentait des symptômes grippaux depuis son retour d'un voyage à Londres. Dans un message adressé aux Canadiens, l'épouse de Justin Trudeau s'est voulue rassurante sur son propre cas. Bien que je présente quelques symptômes désagréables liés au virus, je me remettrai sous pied sous peu, indique-t-elle. Je me retrouve en quarantaine, mais rien de ma condition ne se compare au sort d'autres familles canadiennes dont la santé est affectée plus sérieusement. Le Canada recensait jeudi dernier plus de 150 cas de coronavirus sur son territoire. De fortes pluies et des inondations ont fait une vingtaine de morts en Égypte, a annoncé vendredi le gouvernement. Les intempéries ont fait une vingtaine de morts à l'échelle nationale, a indiqué le Premier ministre Moustapha Madbouli dans un communiqué publié sur la page Facebook de son cabinet. L'Égypte n'a pas connu de telles conditions climatiques depuis 35 ou 40 ans, a-t-il ajouté après plusieurs jours de fortes pluies et de vents violents s'abattant sur l'ensemble du pays. Madbouli a ordonné à tous les responsables des gouvernorats du pays de fermer les écoles et les universités samedi. D'après un responsable de la sécurité, 5 personnes ont péri dans le district de Zarayeb, au sud du Caire, lorsque des pluies violentes ont emporté leurs maisons. Les secours cherchent d'autres corps selon ce responsable. Le site internet du journal gouvernemental Akhbar Al-Youm a annoncé de son côté la mort de 2 personnes électrocutées jeudi au Caire. Ces intempéries doivent durer jusqu'à samedi selon les services météorologiques. Elles ont été à l'origine d'une collision entre 2 trains de voyageurs qui a fait 13 blessés jeudi au Caire, provoquant la suspension temporaire du trafic ferroviaire dans tout le pays. Le groupe de contact de l'Union africaine a décidé de tenir une conférence nationale interlibyenne au mois de juillet 2020 à Addis Abeba en Éthiopie, conformément à la décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prise en 2018. C'est ce qu'a indiqué à l'issue d'une réunion jeudi à Oyo au Congo, Jean-Claude Gakoso, ministre congolais des Affaires étrangères, à travers la lecture d'un communiqué. Le groupe de contact a décidé de tenir la conférence nationale interlibyenne au mois de juillet 2020 à Addis Abeba en Éthiopie. Le groupe de contact a réaffirmé la détermination de l'Union africaine à travailler étroitement et efficacement avec les Nations unies pour la réalisation de progrès significatifs dans les plus brefs délais. Le groupe de contact renouvelle sa ferme condamnation des ingérences extérieures, de la violation de l'embargo sur les armes, la présence, l'envoi et l'utilisation des combattants extérieurs en territoire libyen. La réunion d'Oyo a été présidée par le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Il était entouré à l'occasion par ses pairs Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud et Idriss Déby Itno du Tchad, mais aussi par le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat, le Premier ministre algérien Abdelaziz Djerad et la représentante du secrétaire général de l'ONU, Maria Luisa Ribeiro Viotti. La rencontre d'Oyo est la deuxième que le Congo abrite depuis le sommet de Berlin sur la Libye, organisé en janvier dernier.
Cette réunion d'Oyo intervient après la démission du représentant spécial des Nations Unies en Libye, Ghassan Salamé, dont les efforts ont été loués par les présidents africains. Sans surprise, le conseil politique du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, a désigné Amadou Gon Coulibaly, candidat du parti à la présidentielle d'octobre 2020. Je mesure l'ampleur de la responsabilité et l'ampleur de la charge, a affirmé le Premier ministre dans un communiqué. Si le choix de son Premier ministre par Alassane Ouattara était un secret de polichinelle depuis des semaines, sa désignation sans vote par le bureau politique une semaine après l'annonce du président de ne pas briguer un troisième mandat est une surprise. Âgé de 61 ans, Premier ministre de la Côte d'Ivoire depuis 2017, il a accompli toute sa carrière dans l'ombre du président Ouattara, dont il est un des proches et dont il a la confiance. Cela fait 30 ans que j'apprends aux côtés du président Alassane Ouattara, a-t-il expliqué. Il a été secrétaire général de la présidence de la République, de l'arrivée au pouvoir de Ouattara jusqu'à sa nomination comme Premier ministre. Ancien haut fonctionnaire et ancien ministre de l'Agriculture, il a été formé en France et, comme son mentor, maîtrise bien les circuits financiers internationaux. Père de 5 enfants, Amadou Gon Coulibaly, issu d'une grande famille de Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire, est à ce titre très influent chez les chefs traditionnels. Il a été maire de Korogo, 4e ville du pays, de 2001 à 2018. J'ai lancé un appel à toutes mes sœurs et à tous mes frères pour que nous soyons unis. Nous devons gagner ces élections au premier tour, a-t-il déclaré.